me recoiffe un petit peu. Voilà. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. On va parler du travail, votre thème de recherche depuis de longues années, totalement bouleversé dans cette période de crise sanitaire. Depuis le début du confinement, ce monde du travail, il est divisé en trois. D'un côté, ceux qui doivent continuer à travailler et qui prennent des risques au quotidien face au virus. D'un autre côté, ceux qui travaillent de chez eux. Et puis ceux qui sont mis à l'arrêt, ceux qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette division de la société du travail aujourd'hui? J'ai envie de reprendre vos trois catégories. Sur la troisième catégorie, c'est-à-dire les gens qui ont complètement arrêté de travailler, ça va être très intéressant d'avoir un retour sur ce qu'ils pensent. Parce qu'à mon avis, ils vont avoir deux perceptions assez différentes. D'une part, peut-être une certaine satisfaction. On voit d'ailleurs des témoignages de gens qui disent « enfin ». On casse avec ce rythme intense qui était le nôtre auparavant et on peut enfin retrouver les enfants, un peu de loisirs, un peu de repos. Il y a tous ceux qui vont comprendre à nouveau combien le travail est important dans leur vie et combien le travail est structurant. Et puis je prends les deux autres catégories. Le télétravail, c'est super, on peut continuer à échanger, à prolonger nos activités, mais il y a plein d'inconvénients. Énormément d'inconvénients, le fait qu'on est tout seul face à un écran. Du coup, le fait qu'on est détaché de son collectif de travail et qu'on peut avoir un employeur qui va charger à fond la barque, et puis surtout, le fait qu'il y a une sorte vraiment de perméabilité, de brouillage des frontières entre le travail et le hors-travail. Et puis la dernière catégorie, alors? Et alors, la dernière catégorie, elle est absolument déterminante. C'est tous ceux qui sont au front, en première ligne, je file la métaphore guerrière, et donc évidemment tous les soignants, mais aussi les caissières, les livreurs, les personnels de nettoyage, qui vont quand même souvent au travail la peur au ventre parce qu'ils n'ont pas ou ils n'ont pas eu pendant longtemps les équipements de protection nécessaires, qu'ils n'osent pas exercer leur droit de retrait parce que souvent c'est des personnes qui ont déjà de faibles revenus et qui ont peur de perdre leur emploi et qui vivent en quelque sorte la double peine. Parce qu'on le voit bien, là, ça y est, on a des données qui commencent à sortir. Les personnes qui sont le plus contaminées et en réanimation et peut-être qui décèdent du virus, ce sont déjà les personnes les plus pauvres et qui en plus prennent tous les risques pour aller au travail. Souvent d'ailleurs, ces caissières, ces routiers avaient enfilé un gilet jaune, réclamaient de la reconnaissance, du pouvoir d'achat, et ce sont eux les essentiels, les plus utiles, et ceux qu'on applaudit tous les soirs à 20h. Qu'est-ce qu'on va faire de cette reconnaissance-là après? Mais c'est très frappant. Moi, je trouve que vraiment c'est une des plus grandes leçons de la crise, c'est cette espèce de distorsion énorme entre la hiérarchie du prestige, de la reconnaissance, de la considération et des salaires d'un côté et de l'utilité sociale de l'autre. Parce que comme vous le disiez, à part les médecins, les techniciens, les infirmières, qui quand même sont des professions prestigieuses, énormément de ceux qui sont aujourd'hui au front sont des gens qui sont dans des métiers parfois pas très bien considérés, souvent regroupés dans la catégorie emploi non qualifié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 5 millions d'emplois non qualifiés en France qui sont sous-payés. Il faut juste qu'on se souvienne que, par exemple, une aide-soignante ou une caissière, c'est un salaire net médian à temps complet autour de 1 300 1 500 euros. Et ces gens travaillent à temps partiel. Et ce sont principalement, c'est ça aussi l'autre élément très frappant, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes en première ligne. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans lien. S'il y a beaucoup de femmes dans ces métiers peu payés, c'est parce que d'abord, les femmes sont souvent à temps partiel. On les oblige, on les contraint à être à temps partiel. Et aussi parce qu'on considère qu'elles savent de toute éternité faire tout ça, soigner, faire les toilettes, faire des sourires. Elles savent très bien le faire. C'est naturel, donc ça n'a pas besoin d'être payé. Est-ce que ces infirmières, donc des fonctionnaires, est-ce que ces enseignants, est-ce que ces caissières, ces livreurs, ces routiers vont être augmentés?
Est-ce que c'est une forme d'obligation presque morale aujourd'hui? Je pense que si vous interrogiez les Français aujourd'hui, ils diraient oui, que c'est absolument nécessaire. Je pense qu'ils iraient plus loin et qu'ils diraient qu'il faut aussi revoir la hiérarchie des salaires, et essayer de travailler sur cette distorsion dont j'ai parlé entre hiérarchie du prestige et des salaires d'un côté et de l'utilité sociale de l'autre. Parce que vous avez quand même pendant ce temps-là des professions qui ont complètement disparu, dont on peut penser qu'elles ne sont pas absolument essentielles, mais qui ont des rémunérations exorbitantes. Donc je pense que les Français, ils vous répondraient, mais oui, il faut resserrer cette échelle de salaire, évidemment, et il faut plus payer les gens qui exercent des métiers essentiels qui nous ont permis de survivre dans cette situation. Mais est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir à faire ça alors qu'on va nous dire que, un, les caisses de l'État sont vides? On va dire, attendez, regardez déjà, on a perdu des tas de points de PIB. Et puis les employeurs, pareil, ils vont nous dire, mais nous sommes déjà prêts à mettre la clé sous la porte, nous ne pouvons pas. Je pense que ça ne va pas être facile, mais qu'il faudra exercer vraiment, qu'il faudra se mobiliser pour porter cela et qu'on a des solutions, hein. On peut revaloriser toutes les personnes à bas salaire et on peut... Lesquelles? Alors précisément, prenons l'exemple de l'entreprise. Là, on est dans un salaire privé. On fait quoi? On augmente les salaires, on oblige les entreprises à le faire ou on augmente le SMIC? Alors, on peut augmenter le SMIC, même si les comités d'experts nous disent depuis des années que augmenter le SMIC, c'est très mauvais pour l'emploi. Et puis, il y a aussi, vous savez, des négociations obligatoires sur les salaires. On peut revoir ça, c'est des chercheuses qui proposent ça, c'est très intéressant, revoir la grille de classification, hein, parce que on a des grilles sur lesquelles on se fonde pour arrêter les salaires. Et donc, notamment sur la question des salaires féminins, avec des classifications où je vous disais que les compétences naturelles ne sont pas reconnues, là, on peut vraiment travailler. Et puis de l'autre côté, avec quoi on pourrait payer tout ça? Avec la limitation des rémunérations exorbitantes. On sait très bien que les inégalités dans notre pays sont vraiment insupportables. Elles le seront d'autant plus aujourd'hui. Et donc, on peut mettre de nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu et revenir à l'impôt sur la fortune. Je pense que ça aidera à resserrer l'éventail des revenus et des patrimoines. Pour terminer enfin sur ces indispensables, les caissières par exemple. Dans certains supermarchés, en France, aux États-Unis, elles sont remplacées par des robots. Ces caissières ne seront plus robotisables dans le monde d'après, à votre avis? Si vous voulez, j'ai envie de vous dire qu'on a vécu depuis quelques années avec cette idée que le paradigme du futur, c'était l'automatisation, hein, que 50% des emplois allaient disparaître, etc. Moi, je crois le contraire, parce que l'automatisation, elle est coûteuse en gaz à effet de serre. Pour moi, la crise qu'on vit, c'est un coup de semonce qui nous prévient que la prochaine crise climatique sera encore plus différente, encore plus terrifiante. Et donc, je pense qu'il faut là qu'on entre vraiment dans une forme de reconversion écologique où c'est pas du tout l'automatisation qui va être essentielle, mais où c'est justement ces métiers qui nous permettent de satisfaire les besoins sociaux qui vont devenir complètement déterminants. Alors à côté de ces indispensables, par contraste, est-ce qu'il y a certains emplois qui se sont un peu révélés inutiles? Ou alors certaines personnes qui dans le confinement se sont dit à quoi je sers? Personne ne m'appelle, je n'ai pas le sentiment d'exister socialement dans mon entreprise dans ce temps si grave. Est-ce que ça va susciter des reconversions? Est-ce que certains emplois pourraient disparaître? C'est très difficile pour quelqu'un de se dire mon métier est inutile, hein. C'est le sociologue David Graeber qui nous parle des bullshit jobs. Et d'ailleurs, on voit bien, il y avait eu des enquêtes où on demandait aux gens est-ce que vous avez un bullshit jobs? Alors ils commencent à dire oui, peut-être. Puis c'est trop dur, c'est trop difficile de dire mon boulot, c'est un boulot qui sert à rien. En revanche, je pense que les jeunes vont se poser énormément de questions et que la société dans son ensemble doit se poser la question de la différence, je dirais, entre création de valeur pour la société et création de valeur pour l'actionnaire. Parlons du télétravail. Est-ce que vous savez d'ailleurs combien il y a eu de télétravailleurs dans le pays? Est-ce qu'on a les chiffres? On parle de 40% des actifs qui auraient travaillé à distance. Alors, moi, j'ai aussi ce chiffre, hein. C'est un chiffre dont on a beaucoup parlé au début, quand on a pris les mesures. J'en ai pas vu d'autres depuis. Donc, on va rester sur ce chiffre-là. Oui, beaucoup de gens télétravaillent. Et
Donc, c'est à la fois très intéressant le télétravail avec des progrès fabuleux, hein. Je veux dire, nous les professeurs, nous faisons cours grâce à des logiciels. C'est vrai que c'est formidable parce que on peut continuer l'activité. En même temps, c'est très inconfortable et pour nous et pour les étudiants. Et donc, je suppose pour tous les gens qui font des réunions en télétravail. A priori, d'après les premiers sondages, les Français regrettent un peu le bureau, majoritairement. Oui, je pense. Alors, c'est toute l'ambivalence du télétravail. Je pense que 1 ou 2 jours par semaine, c'est très intéressant. Ça permet un peu de décompresser. Ça nous fait faire des économies de déplacement et donc c'est très bon pour la pollution. Ça permet de temps en temps de rendre un peu de service pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Donc, très bien. Et jusqu'à maintenant, on sait que certains employeurs étaient rétifs, hein, à donner, à permettre, à autoriser leurs salariés à aller en télétravail. Mais imaginez qu'on va tous être en télétravail, tous les étudiants, toutes les réunions, toutes les entreprises, c'est absolument impossible, ce serait insupportable. Donc moi j'imagine bien une généralisation, mais sur un nombre de jours par semaine finalement très réduit parce qu'on a besoin, hein. C'est ça aussi que nous apprend la crise. Elle nous révèle des dimensions un peu insoupçonnées ou un peu négligées du travail. Au sein de l'entreprise, on l'a vu aussi, au moment du confinement, il y a eu pas mal de tensions entre les salariés et les employeurs, difficile lien de confiance notamment, puisque certains ont exercé leur droit de retrait, les syndicats ont même incité au droit de retrait face à des conditions de sécurité qui n'étaient pas forcément optimales. Les employeurs, eux, ont peiné à convaincre que oui, il y avait des masques et qu'il y avait du gel et qu'ils pouvaient travailler sur leur lieu de travail. Est-ce que vous pensez qu'après, quand tous ces gens vont se retrouver au moment du déconfinement, la confiance sera là? Oh, c'est une question très, très intéressante. Je pense que ça va vraiment dépendre de la qualité du dialogue social qui existait dans l'entreprise. Dans les entreprises qui, en effet, ont joué à ce jeu, c'est-à-dire d'obliger les gens à venir, quelles que soient les conditions, à les menacer lorsqu'ils voulaient prendre leur droit de retrait et tout ça, je pense qu'en effet, les tensions vont être majeures. En revanche, dans les entreprises où il y a eu un bon dialogue social, je pense qu'au contraire, ça va être un élément important pour la suite et pour le travail ensemble à la sortie du confinement. Et dans les entreprises où, si je peux me permettre l'expression, les premiers de corvée, c'est-à-dire les premières lignes, les essentiels, vont se retrouver avec les premiers de cordée, pour reprendre l'expression du président de la République. Là encore, vous craignez des tensions, au fond que chacun compare ce qu'il a vécu dans le confinement, ceux qui étaient au front et ceux qui étaient en arrière-plan. Mais si vous voulez, ça va dépendre beaucoup du degré, je dirais presque, de conscientisation et de mobilisation des personnes. Aujourd'hui, une grande partie des personnes sont un petit peu dans la sidération et l'acceptation. Elles attendent. Je ne sais pas si elles vont revenir au travail avec des envies révolutionnaires, avec les envies de tout bouleverser. Les syndicats ont eu une sorte de retour d'affection là, de la part des salariés, hein, parce qu'ils ont beaucoup aidé dans un moment où les salariés se posaient énormément de questions, ne savaient pas justement s'ils devaient y aller, exercer leur droit de retrait, etc. Mais voilà, je ne suis pas sûre, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas une sorte d'encadrement par d'autres organisations, que les salariés, en revenant à leur travail, vont avoir la force de tout changer. On entend que vous souhaitez que, au fond, notre rapport au travail change. En quelques mots, vers quel horizon? Alors, je vous dis mon idéal. Mon idéal, ça serait que nous ayons suffisamment investi dans la reconversion écologique de nos sociétés, rapatrié de nombreuses productions, créé de nombreux emplois et qu'on en profite pour développer de nouvelles organisations du travail, sans doute plus fondées sur des métiers utiles, plus démocratiques et somme toute, peut-être finalement plus efficaces. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.